Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris dans une résidence Covivio pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement. Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple quels sont les avantages d'une vie corpo ou encore est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo, talentueuses, engagées, militantes, qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on accueille Elisabeth. Elisabeth, je suis trop contente que tu sois là pour ce premier épisode de Femmes Corpo. J'écrivais ta bio et je me suis dit que tu étais une activiste made in NJ. Oui. C'est comme ça que ta fiche de poste. Enfin, c'est pas ce qu'il y a écrit sur ton LinkedIn. Non. Mais je me suis dit que c'était une bonne manière de te définir. Activiste, oui, tu as raison. Et activiste made in NJ parce que le truc en gros. Alors, Julia, tu connais Elisabeth parce que vous êtes croisées dans des milieux féministes 3 millions de fois. Mais Juliette et Elisabeth vous rencontrées ce matin. Et Elisabeth, je te croise tout le temps dans les milieux féministes. Tu t'es beaucoup engagée contre les violences sexistes et sexuelles. Tu as été une des actrices phares du Grenelle contre les violences faites aux femmes en 2019. Exactement. 2018. Oui. Et c'est vrai que dans les milieux féministes, bon alors c'est une première question qui est peut-être pas au cœur du sujet, mais quand même, dans les milieux féministes, voir une activiste from NJ, ça peut être un peu contre-intuitif. C'est complètement contre-intuitif, mais je commence à être suivie. C'est-à-dire que c'est un peu j'ai créé mon propre modèle. Pas de personne Elisabeth, mais en fait d'activisme et de militantisme. Je suis une militante engagée dans un grand groupe français, j'en suis fière. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour ouvrir la voie. En fait, aujourd'hui, ce qui marche bien en France, quand même, et on touche du bois, c'est les grands groupes et les entreprises. On a un poumon, on a un cœur qui bat bien et qui avance. Et qui fait ce qu'il dit, elles font ce qu'elles disent, les entreprises, et elles disent ce qu'elles font. Et moi, je me suis dit, mais oui, c'est dans les entreprises qu'on peut embarquer cet engagement. Et l'engagement dans un certain nombre de choses. Donc moi, j'ai commencé, non pas sur les violences faites aux femmes, j'ai ouvert les yeux sur ce sujet-là bien plus tard, mais j'ai commencé sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise. Plus on s'occupe du sujet des femmes, plus on regarde avec une loupe, avec un regard et un prisme très précis, plus on devient féministe. Plus on voit qu'il y a des inégalités, plus on comprend qu'il y a un sujet. Et un sujet là, et ceci, et il n'y a pas assez de femmes au COMEX, et il n'y a pas assez de femmes dans les comités de direction, et il n'y a pas assez de femmes dans les conseils d'administration. Ça, c'était avant. Et qu'en est-il de l'égalité salariale? Ah, et les alternantes. Oh, mais il n'y a pas d'alternantes, il n'y a que des alternants. Ah, le domaine technique. Ah ben non, il n'y a pas de femmes. Le domaine scientifique. Ben non, il n'y en a pas tant. En fait, les maths, elles n'en font plus. Et voilà. Et alors là, c'est le château de cartes qui tombe, et on a l'impression de recommencer à zéro à chaque fois. Donc effectivement, moi, dans l'entreprise, petit à petit, j'étais d'abord une communicante. Je suis à la direction de la communication. Je travaille pour une directrice de la communication et pour une grande patronne. Mais je suis basée là, je pourrais être basée autre part, quoi. Et j'ai commencé à la com, mais j'ai fini dans tous les sujets d'engagement. Et là, je finirai ma carrière, je le dis, dans l'engagement. Il n'y a que ça qui me permet de me lever le matin et de me dire, peut-être que je vis la mer avec une petite cuillère, mais je ne lâcherai rien. Et tu dis que tu es une militante. Est-ce que dans le monde de l'entreprise, ça ne fait pas peur de voir arriver quelqu'un qui se dit militante? Ah bah oui, non, mais ça ne lui fait pas peur, Elisabeth. mais voilà, Flora, tu es une militante, vous êtes des militantes, chacune dans vos domaines, mais finalement, ces domaines, ils se retrouvent. Pourquoi? Parce qu'on est des humanistes. Et que l'entreprise, si on veut que les gens se sentent bien dans une entreprise, il faut aussi qu'il y ait des gens comme nous pour faire avancer les choses. Et justement, comment t'en es arrivée là? Comment on passe de jeunes femmes dans le monde de l'entreprise à militantes qui se lèvent tous les matins pour l'engagement? Ça a commencé, l'histoire est drôle, je la raconte souvent, c'est Gérard Mestralet qui était le président. Moi, je suis un bébé Suez. Je suis née chez Suez.
J'étais toute petite, j'étais à la com. Gérard Mestralet reçoit une ministre à l'époque, je ne dirai pas quand, et je ne citerai pas une ministre femme à l'époque. Et cette ministre lui dit Président, vous faites quoi pour la place des femmes? Et le président Mestralet dit eh bien, tout. Enfin, rien. Enfin, certainement ce qu'il faut. Ouais, Ils continuent leur conversation, ils la raccompagnent. Coup de fil du président à ma DGA du groupe de l'époque, qui m'appelle dans la foulée, qui dit « Le président n'a pas su répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait sur la place des femmes ?» Tu te débrouilles, tu me trouves des données. Wow. J'étais à la com, une jeune poulette. C'est comme ça que T'avais quel âge? À la com. Ouais, j'avais 24. Attends, qui vous appelait jeune poulette? Bah, à l'époque, c'était comme ça, à la com. Hein. On était des poulettes de la com. Ah, ok. Ah oui. En fait, tous ces éléments péjoratifs. Est-ce que c'est l'époque où... Ah non, j'exagère. C'était au début des années 2000, parce qu'au moment où Alain Juppé était Premier ministre, on appelait les femmes ministres de son gouvernement les jupettes. Ouais, mais c'est un peu ça. Ouais, mais ça, nous, notre génération, on le sait pas, et c'est ouf, je trouve. Oui, mais Christine Chauvet, qui était une jupette, qui est paix à son âme, est décédée cette année, et je pense bien à elle, c'était une grande dame, c'était une jupette, mais elle me dit, mais Lisa, tu te rends compte? J'étais une jupette, moi une jupette, je me mettais jamais en jupe. Ouais, c'est dingue. J'étais jamais, voilà, comment je peux, voilà, et l'ont grillé en 2 minutes, enfin, la politique, c'est difficile. Bref, donc, le président appelle et veut savoir ce qu'on fait. Donc moi, je vais voir, je knock on the door à la DRH. J'ai dit, excusez-moi, le président a demandé, mais de quoi tu te mêles? En gros, mais de quoi tu te mêles? Débrouille-toi. Donc, je vais chercher dans le rapport annuel les données, puisque le rapport annuel, c'est quand même ce qui fait foi des données de l'entreprise. Donc, je vais chercher. Et là, je trouve un malheureux pourcentage homme-femme dans le groupe qui était catastrophique. Wow. Un malheureux pourcentage femmes cadres, cadres et non cadres, et dirigeantes. Alors, dirigeantes, on était à 6%. C'était la catastrophe. Je remonte ça, je me prends 2 claques, évidemment au sens figuré, dans la figure en disant ça ne me suffit pas, ça ne va pas, etc. Bon, donc je retourne, je me prends à la RH en me disant de quoi tu te mêles. En gros, on me ballottait. Ce dont je m'étais aperçue, c'est qu'en fait, le sujet n'était pas du tout traité, mais il n'était pas traité chez Suez comme il était traité nulle part ailleurs, entre vous et moi, nulle part ailleurs. Donc, ce qu'on décide, avec la DGA, qui était Valérie à l'époque, Bernice, c'est d'aller, de faire une enquête quali auprès des jeunes femmes du groupe pour sentir comment elles se sentaient dans l'entreprise. On n'en avait pas beaucoup. Hein. Donc, et on se dit, on va jouer le jeu avec l'ensemble du membre du COMEX, puis il n'y avait qu'une femme qui était au COMEX et le reste n'était que des hommes, en leur disant, on va interroger vos jeunes femmes au potentiel pour voir comment elles se sentent dans l'entreprise. Donc, les patrons des grandes filiales du groupe ont choisi, mais alors vraiment au cordeau, les filles qui allaient répondre à l'enquête quali. Donc, ils étaient tranquillou bilou. Ils savaient que, de toute manière, c'était vraiment les meilleurs et les plus sages, qu'elles n'allaient pas répondre à côté. L'enquête quali se fait, et le président de l'enquête qualitative de l'époque, je ne citerai pas, c'est une grande boîte type IFOP, mais ce n'était pas IFOP, m'appelle en me disant « Mademoiselle Richard, oui, bon, on a un problème, on ne va pas pouvoir restituer l'enquête. » Je dis ah, mais moi, ma tête sur le billot, je lui dis « Mais vous plaisantez, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'est pas bien passé ?» Alors, il me dit « Si. » Mais je dis « Mais c'est quoi le problème ?» Il m'a dit bah, « Écoutez, voilà, nous, on a une clause de confidentialité absolue, donc on s'est engagé avec les jeunes femmes qu'on a interrogées, et la discrimination est tellement importante, et c'est tellement précis dans chaque discrimination qu'on va savoir de qui il s'agit. » Waouh. Ok. Ah ouais. Donc, je raccroche, je me dis comment je vais restituer ça. Je retourne voir la DGA du groupe qui me dit mais c'est pas possible. Je dis écoute, voilà. Donc, on décide toutes les deux de ne restituer l'enquête qu'au président du groupe. On fait venir le président de la boîte de sondage. On fait ça à 4. Gérard Mestralet, les mâchoires se sont vraiment fermées parce qu'il n'était pas content du tout. C'est-à-dire que c'était très discriminant. On avait fait une enquête quali sur la France et la Belgique. Alors la Belgique, c'était le summum de la discrimination, notamment sur les congés maternité. C'était la catastrophe. Bon, on
Je le dis parce qu'il y a prescription et Bien sûr. qu'on a Bah, c'est évidemment important. réglé tous ces sujets, même si ce n'est pas parfait quand même. Le Mais monde a surtout, en changé. 20 ans, sur il y a ce eu une sujet. transformation, Voilà, une transformation, profonde. notamment sur les retours de congé mat. Alors là, je veux dire, il n'y en a pas un qui s'amuserait, je pense, dans un grand groupe à faire de la discrimination. Ouais. Ça serait compliqué. Et donc, on restitue ça à Gérard Mestralet, et on raccompagne le président de la boîte d'enquête. Et là, il nous réunit, on est à 3, et là, il me regarde dans les yeux, il me dit, bon, écoutez, c'est simple, Elisabeth, je ne veux plus jamais entendre ça. Oui, monsieur. Moi, j'allais toute jeune. En plus, tu te fais ma engueuler, quoi. peau, non, il ne m'engueulait pas, mais il me dit, bon, je ne veux plus entendre ça. OK. Donc, désormais, vous aurez un budget, vous aurez une équipe, et mon soutien absolu jusqu'à ce que tout se règle. Mais génial. Donc toi, tu as 25 ans, tu te retrouves avec un budget, une équipe et un Voilà. mandat, quoi. Et un mandat. Pour faire un truc génial. Bah, ça prouve qu'il y avait des mecs bien quand même, parce que c'est un mec qui, à 24 ans, te donne ce pouvoir-là. 25, 26. Enfin, en ouais, tant ouais. que femme, à un jeune âge, un truc aussi important que de gérer ça. C'est cette anecdote en particulier qui te fait t'intéresser à ces sujets-là ou... Ben oui, parce que moi j'étais à la communication, j'organisais des raids sportifs, j'organisais des grandes conventions. Je me suis jamais intéressée à ce sujet. Mais même dans ta vie de jeune femme, ado... Non, moi je suis née dans le 9-3, j'ai été élevée dans la mixité, mon père était chef d'entreprise, ma mère travaillait avec lui. Mon père avait fait attention à ce que ma mère soit déclarée le même, parce que souvent quand tu étais chef d'entreprise, la femme travaillait pour rien et Bien l'homme sûr. gagnait tout. Complètement. Et papa avait fait extrêmement attention à ça. Il voulait des filles émancipées, il voulait des filles qui fassent des études. Il a tout fait pour qu'on fasse des études. Et dès que j'ai pu aller à Paris, j'y suis allée parce qu'au bout d'un moment, faire Blanc-Ménil, Paris tous les jours, c'était compliqué. Vraiment, il nous a tout ouvert. Moi, j'ai pas vu la discrimination. Ouais, d'accord. Et en plus, j'ai été élevée vraiment dans la mixité. Moi, j'étais à l'école avec des enfants de salariés de mon papa. Et j'avais plutôt intérêt à bien me tenir et à les aider, ou eux m'aidaient aussi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, il n'y avait pas de sujet, quoi. Donc tu découvres ça en entreprise. Je découvre ça en entreprise. Et tu le découvres toi-même, c'est-à-dire Non, que tu te dis... C'est par ce sujet-là. Par cette histoire, ouais. Bah oui. Donc toi, tu le vivais pas, en fait. Mais ce non, mais truc, quand j'ai à vu ce qu'il y avait moment-là. 6% de femmes cadres dirigeantes dans le groupe, je me suis dit, ah oui, il y a quand même un problème. Attends, là on est au début des années 2000. Ouais. C'est dingue parce que tu vois, nous Un on peu plus tard, un on peu a plus toutes tard. autour de 30 ans. 2004, 2003, 2004. Ouais, on se rend pas compte à quel point en 20 ans déjà les choses ont changé. Enfin, Ouais, il y a eu c'est une clair. vraie révolution. C'est quand même déjà bien. Enfin, Ah bah oui, et en fait, on s'était aperçu. Alors, à partir du moment où en fait, tout l'enjeu dans les entreprises, c'est de mesurer. L'entreprise doit toujours mesurer. Ça, c'est un sujet, la mesure. Donc, à partir du moment où tu mets une législation en place, tu mesures puisque tu dois répondre à cette législation. Donc, quand on a mis, donc déjà, tu mesures les femmes dirigeantes et non dirigeantes. Tu as compris, 6% de femmes dirigeantes, tu veux. Moi, je l'avais vécu, mais je ne l'avais pas vu. Donc, les conventions des cadres dirigeants, parfois, on avait des soirées dansantes, mais on avait arrêté ça. Parce qu'en fait, sur 400 dirigeants, si tu avais bah oui. 6% de femmes, tu comprends le sujet. Voilà, donc on avait arrêté tout ce qui était un peu... Mais moi, je ne l'avais pas vu comme ça. J'ai compris après. Donc, on a commencé à travailler là-dessus, on a commencé à travailler et à conseiller sur le sujet de la loi Copé-Zimmermann. Ouais. J'avais donné pas mal d'informations au président qui a fait remonter ça à Marie-Jo Zimmermann et à Jean-François Copé pour évidemment accompagner cette loi sur la féminisation des conseils d'administration, 40-60 d'un genre ou d'un autre. À l'époque, je m'en souviens encore, des patrons de filiales du groupe nous avaient dit « mais il n'y en a pas des femmes, on n'en trouve pas ». La loi Copé-Zimmermann, elle a permis quoi? Elle a permis un truc absolument dingue. Premièrement, les femmes qui sont rentrées dans les conseils d'administration, aujourd'hui, il y a des formations. Avant, il n'y avait pas de formation. Les hommes se cooptaient entre eux, mais il n'y avait pas de formation. Aujourd'hui, il y a des formations. Loi Copé-Zimmermann, on est en 2011 et c'est la loi, juste pour donner un peu de contexte, qui établit une forme de parité dans les COMEX, les conseils d'administration. 40-60 d'un genre ou d'un autre. 40-60. D'un genre ou d'un autre. Mais ça, on est en 2011, donc toi, ça fait déjà quelques années que avant tu travailles sur la le loi sujet. sorte, il faut travailler dessus. Tu vois, Bien sûr. c'est tout le lobby que tu fais, Et donc voilà. toi, déjà, Engie te donne à ce moment-là un mandat pour être lobbyiste pour les femmes. Un peu. Ça, c'est déjà... On a mis on était le premier groupe aujourd'hui en France à avoir mis 4 objectifs chiffrés en indicateurs extra-financiers. Ah, ok.
Le président C'était l'a quoi vos imposé. 4 objectifs? Passer à 35% de femmes cadres. À l'époque, tu vois, il n'y avait pas. Le pourcentage de femmes dirigeantes, 35% également. On avait 30% de femmes à l'embauche, donc on a des quotas à l'embauche. Et le dernier, ça va me revenir. Ah oui, c'est dans les viviers. Et il y avait des objectifs financiers notamment, par exemple, pour que les femmes et les hommes gagnent le même salaire à poste égal? À l'époque, il n'y avait pas. Ça, il n'y Ouais, avait non, pas. c'était- Ça, ils ne ça, voulaient pas. Et on ne l'avait même pas mis dans les primes. Tu sais, on n'avait pas. Ouais. Mais Mais comment ils justifiaient ça? Comment c'était justifié à l'époque qu'il y avait c'est Les mœurs. culturel, c'est comme ça, il n'y en a pas. Les mœurs, ouais. Il n'y en a point? pas. Il n'y avait On pas de t'explique. justification. Mais en fait, on t'explique qu'il n'y en avait pas. Il y avait Véronique Morali, il y avait Anne Lauvergeon, il y avait Clara Guémard. Toutes ces femmes-là qui étaient pour nous des icônes et des grandes dames, elles étaient dans des conseils d'administration. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un fameux plafond de verre qui t'invisibilise. Et en fait, il y avait plein de femmes de talent qu'on ne voyait pas. Patricia Barbizet, on les voyait, ces 4-là. Mais les autres, on ne les voyait pas. Et est-ce que dans les autres entreprises du CAC 40 ou autres même, il y avait un peu des personnes comme toi qui s'occupaient de ces sujets-là et tu les croisais, je sais pas, dans des soirées, des homologues à toi, Si tu quoi. veux, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait une direction des ressources humaines dans laquelle il y avait une direction de la diversité. Et dans la diversité, était traité, et vraiment, je ne porte aucun jugement là-dessus, hein, mais était traité la place des femmes comme était traité le sujet du handicap. C'est fort comme. Les plans d'action terme. étaient collés, étaient ensemble. Tu avais un chapitre place des femmes, un chapitre handicap. Quand on t'explique dans le monde que les femmes, c'est la moitié de l'humanité, ça ne peut pas marcher. Même si, encore une fois, je le dis, sur le handicap, on n'en fait pas assez. Il faut vraiment maintenant sûr. qu'on y aille. Bah, ils disaient que c'était les minorités de l'entreprise, en fait. Exactement. va Donc, on traiter était des minorités pareillement. visibles. Hallucinant. Et donc, nous, ce que Gérard Mestral a fait, c'est qu'il m'a dit, le sujet de la place des femmes, il va à la com chez Elisabeth et Valérie Verny. C'est ça qui s'est passé. Donc, on a sorti le sujet. Bah, Ça ça a a été pas le plu, hein. changement majeur, à mon un avis. Ça a changement été majeur. le début du militantisme. Exactement, parce qu'on a sorti ce sujet-là. Non, ce n'est pas un sujet de diversité au sens propre de comme le handicap. On ne le traite pas de la même manière. Même si je dis encore une fois, il faut qu'on traite le sujet du handicap sérieusement. Sérieusement. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. La place des femmes était... donc, on a eu 4 objectifs chiffrés en indicateurs extra-financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est présenté en conseil d'administration, débattu en conseil d'administration, voir si les objectifs, on les atteint, et présenté en assemblée générale. Et à l'époque, les actionnaires hallucinaient de voir cette slide en énorme, Bah ouais. en voyant la progression des chiffres. Oui, sur la comment place c'était des femmes. reçu ça par les Quand- hommes du COMEX, etc. Bah, Enfin, bah, par. bah, ils prenaient ça, oui, bon, ça y est. Enfin, je veux dire, on a été précurseurs. Ouais. Nous, quand la loi Copé-Zimmermann est tombée, c'était 40-60 d'un genre d'un autre, je vous le rappelle. Donc, 40% de femmes ou 40% d'hommes, 60% de femmes. On avait 63% de femmes au conseil d'administration de groupe Suez. Ah oui, Ok. donc vous aviez Donc déjà là- avancé. Sur ce sujet. Quand la loi est tombée, il a fallu nommer un homme à la place d'une femme, parce qu'on était hors la loi. Ah, C'est fou. galerie. Ouais. Voilà. Mais on est resté à un niveau de la loi Copé-Zimmermann, des conseils d'administration, des gens un peu intouchables, etc. Le sujet était comment on continue dans l'entreprise. Mais tu vois, c'est vrai que juste sur ma première question qui était une activiste dans un groupe du CAC 40, est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que ça a du sens? C'est vrai que sur le handicap, il y a eu quand même la cérémonie paralympique et tous les Jeux paralympiques qui ont aussi été permis par les grands groupes parce que jamais on n'aurait pu financer un truc aussi gros et c'est peut-être la meilleure mesure politique qu'on ait eue sur le handicap cette décennie. Je suis d'accord. Et Et donc, en tout c'est cas, vrai- c'est une mise en visibilité. C'est vrai que sur toutes les questions RSE, en fait, parce qu'aujourd'hui, la question des femmes, elle est encore traitée dans les questions RSE. Ça reste quand même En fait, les femmes, ça reste vu comme une minorité dans les entreprises, je trouve. Ouais, alors, aujourd'hui, on a un arsenal législatif en France dont on peut, je pense, être fier et je pense que c'est un des plus forts au Le monde. droit du travail en France, de toute manière, est le droit le Tu plus as- fort. Tu as donc la loi Copé-Zimmermann sur la féminisation des conseils d'administration. Ça, depuis 2011, on est sur un sujet bien sérieux. Ensuite, tu as l'index Pénicaud, l'index d'égalité salariale. C'est-à-dire que Muriel Pénicaud, quand elle a été ministre du Travail, elle avait un certain nombre de choses à faire et Macron lui avait demandé de travailler sur un certain nombre de sujets, dont la formation. Et elle était déjà très, très féministe sur le sujet. On travaillait déjà ensemble sur un certain nombre de sujets. On était au Global Summit of Women ensemble. Elle est membre du board. Moi, j'étais présidente de la délégation des femmes françaises. Donc, on avait déjà fait pas mal de choses. Et elle m'avait dit, tu verras, je vais y arriver.
mais je vais mettre en place un index. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, je vais le faire. Parce qu'en fait, encore une fois, il faut mesurer. Parce à l'époque, tous les patrons disaient « Non, non, moi, les femmes, elles sont payées de manière très égale. » Sauf qu'on ne le mesurait pas. Ouais. Si tu ne mesures pas, tu ne sais pas. À partir du moment où tu as un index, tu as vu. Et sincèrement, quand l'index, donc elle a fait un index, moi j'ai pas mal accompagné et elle avait, j'ai emmené mon réseau de femmes avec elle pour accompagner ce travail autour de l'index. Il y avait l'équipe Sodexo, Engie, etc. Bon, on a pas mal travaillé sur le sujet. L'index est sorti avec 5 indicateurs. Il n'est pas parfait, mais franchement, il a changé la donne. Et c'est surtout, et de manière très sincère, il y a un certain nombre de patrons qui ont dit « Non, mais je tombe de l'armoire. » Ah ouais. Ah bah oui, parce que ce n'était pas les salaires des membres du COMEX, c'était en dessous. C'était les jeunes diplômés, c'était les retours de congé mat. La loi 2006 sur les retours de congé mat, où tu dois absolument augmenter les femmes de manière, comme tu as augmenté ton équipe, bah en fait, les managers, ils n'appliquaient pas la loi. Bah oui. Mais est-ce qu'il y a un dos aussi sur la négociation? Est-ce que les femmes négocient peut-être un peu moins leur salaire que les hommes? Déjà, si tu appliques la loi n'était pas appliquée dans plein de boîtes. Parce qu'en fait, la discrimination, parce que moi j'appelle ça de la discrimination, ou les inégalités, elles se font au niveau du manager de proximité. Et qu'est-ce que tu réponds sur la discrimination positive du coup? C'est pas le... Moi je dis, il faut continuer. Tant qu'on n'arrive pas à une égalité, je dis pas parfaite, mais correcte, il faut continuer. Qu'est-ce qu'on répond alors à ceux qui sont contre, à ceux qui nous balancent des arguments Contre la discrimination positive. Contre les quotas? Ouais. Mais les quotas ne sont qu'un accélérateur. Ouais, bien sûr. Pas plus, pas moins. C'est un accélérateur pour justement des quotas dans tout. Tu peux mettre des quotas, c'est des objectifs. Non, mais moi, sur la discrimination positive, il y a Boris Valbaum, qui est le fondateur d'Article 1, qui est une super association pour l'égalité des chances, qui m'avait donné une très bonne explication un jour. Il m'avait dit, la discrimination positive, ce serait d'imaginer une course où d'un coup, on fait partir la femme 20 mètres plus loin, ou la personne discriminée. Or, là, le sujet, c'est que c'est une course et qu'il y en a un qui a une route lisse toute droite, bien bétonnée, bien fonctionnelle, et l'autre qui a une route semée d'embûches totalement cassée, avec des travaux dessus, etc. Donc la question, c'est pas de la faire partir plus loin, c'est de réparer sa route. Et donc en fait, la discrimination positive, en fait, on devrait appeler ça la lutte contre la discrimination négative, voire la discrimination tout court. Discrimination positive, il faut réutiliser d'autres termes, tu vois. Bah, Je suis pas sûre que ce terme soit le meilleur, en fait, voilà. tu vois. Et surtout que t'as pas envie d'être pris parce que t'es une femme. Vraiment, on m'a déjà dit, t'as gagné parce qu'il fallait bien une femme. En fait, t'as pas envie d'être jugée sur ta moi, on me le compétence. dit Voilà. tout le temps, ouais. Voilà. Ouais. Oui, mais parce que tu étais visible. Donc, on dit que tu fais partie mais- des et puis quotas c'est vrai, de d'ailleurs. visibilité. Mais et tu sais quoi? Tu Mais dis, tant mais mieux, très ça bien, aide. Tant mieux pour mais moi. tant mieux. Et moi, je vais ouvrir la voie à d'autres. Ouais, ben Voilà, oui, c'est tout. ça c'est sûr. Et quand tu disais que les managers tombaient de leur chaise quand ils Les présidents. les présidents tombaient de leur chaise, pardon, quand ils lisaient effectivement ce bilan de rapport, c'était plus des hommes ou des femmes qui tombaient vraiment de leur chaise? Ah, c'est les hommes. Parce que les femmes, elles ont pris conscience de toutes ces problématiques, mais les hommes aussi. Et les hommes, en tombant de leur chaise, est-ce qu'ils étaient concernés par la cause et ils voulaient Ou est-ce qu'ils améliorer la sont situation? Juste tomber de Non. leur chaise. Non. De toute manière, quand une législation est mise en place en France dans les entreprises, tu es obligé de l'appliquer. Et les boîtes, elles appliquent. Donc, les présidents, qu'ils aiment ou pas, ils appliquent. Présidents ou patrons de PME, etc., ils appliquent. Mais beaucoup, très sincèrement, franchement, ont halluciné, n'ont pas vu qu'il y avait une vraie discrimination salariale à l'œuvre. Et donc, heureusement que la politique est là aussi parfois pour C'est pour régler ça des que, choses que les voilà, entreprises ne sont pas en capacité de le faire. La législation a permis ça. C'est pas parfait, mais ça a permis. Donc, tu as la loi Copy-Zimmermann, conseil d'administration, l'index Pénicaud, égalité salariale, la loi Rixin, féminisation des instances dirigeantes. Des instances dirigeantes, c'est quoi? C'est les COMEX, c'est les CODIR. C'est toutes ces instances où encore là, le diable se cache dans les détails, c'est qu'au conseil d'administration, tu avais des femmes, dans l'entreprise, généralement, tu avais des femmes, mais celles qui prenaient au niveau exécutif des décisions, il n'y a pas de femmes. Ouais, Et là, c'est ça l'enjeu. cette loi a permis ça. Et ça, c'est très fort. Donc, c'est Marie-Pierre Rixin qui a porté cette loi, avec Elisabeth Moreno, qui était ministre des Droits des Femmes, et qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et vraiment, le travail a été fabuleux, parce que là, du coup, si tu veux, on a un arsenal législatif français qui va commencer à être compliqué de contourner. Ouais. C'est pas parfait, mais Mais ça on avance.
Mais dans le bon Elisabeth, je suis sûre qu'il y a des femmes qui peuvent nous écouter et se dire qu'on a un discours très militant, très féministe, et qu'elles veulent juste voilà, vivre leur vie dans leur entreprise et évoluer tranquillement. Est-ce que tu penses que toutes les femmes doivent faire attention à leur place dans l'entreprise, à leur salaire, à l'idée de se faire discriminer ou pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un acquis et être tranquille dans sa vie pro? Franchement, l'arsenal législatif là aujourd'hui permet quand même à un certain nombre de femmes de pouvoir évoluer dans leur carrière très correctement, de pouvoir avoir des enfants, de ne pas être stressée à un retour de congé maternité, de pas se dire je vais calculer de savoir quand est-ce que je vais faire mon deuxième ou mon troisième. Je pense que la question se pose moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est clair, très très clair. Donc ça c'est assez formidable de se dire qu'en France, on a quand même un pays qui c'est pas parfait, mais qui accompagne tous ces sujets-là. En revanche, on n'aura pas des militantes des Elisabeth partout, et je le comprends, et je leur demande pas de l'être. La seule chose que je dis, parce que ça c'est un sujet, c'est que quand tu vas avoir des jeunes filles qui sont pas encore dans la vie professionnelle, mais qui vont l'être, en disant « mais moi, il n'y a pas de problème ». En fait, le problème, il arrive quand tu es dans l'entreprise. Bien sûr. Voilà. Pourquoi lui, il a crevé le plafond de verre très facilement. En fait, il n'y a même pas de plafond de verre pour lui. Et moi, je suis capée à un certain niveau et je n'arrive pas à monter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai 50 ans et plus, que je suis dans la catégorie senior, parce que la catégorie senior chez les hommes est un peu plus tard que chez les femmes. Pourquoi à 50 ans, je suis dans une impasse et je n'arrive pas à m'en sortir alors que j'ai la compétence, j'ai l'expérience, mes enfants sont grands, ont quitté le nid et j'ai du temps pour transmettre et du temps pour l'entreprise. Tout ça, ce sont des sujets. Donc, des Elisabeth, il n'y en aura pas partout, mais il en faut dans les entreprises pour ouvrir la voie et les accompagner. Et être garante aussi. Et leur ouvrir aussi les yeux sur ces sujets-là. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas un dos où les femmes ont peut-être moins envie parfois de prendre des postes à responsabilité? Enfin, moi, je sais que j'ai discuté avec des femmes autour de moi qui me disent « mais moi, ça me fait pas marrer, en fait, d'être dans ce truc où justement tout le monde se fout sur la gueule, où c'est extrêmement sharp, où c'est hyper politique, non, mais attends, etc. » Après, le choix, il est si tu veux pas travailler, que tu veux rester chez toi avec ton bébé, si tu veux prendre une année sabbatique, si tu veux prendre un congé parental, si tu veux être au membre du COMEX, moi, je respecte tout. Et surtout, je pense qu'il y en a qui se sentent pas, on allait en venir sur le syndrome de l'imposteur, mais justement, ces mêmes femmes qui m'ont dit bah moi, je n'y suis pas allée parce que si je me sens pas compétente. Là où un mec ne se pose pas la question de sa compétence, il y va. J'ai parlé de Femme Corpo à un chef d'entreprise cette semaine pour lui raconter ce qu'on fait. Et il m'a dit ah, et alors il faudra absolument que tu poses la question à tes invités pourquoi les femmes, elles me demandent jamais rien. Oui, c'est vrai. Lui, il me dit, moi, j'ai envie. Lui, il a une PME, tu vois. Ouais. Et il me dit, moi, j'ai envie de leur donner des trucs, mais elles me demandent jamais rien. Donc Non, c'est vrai que. Et il me dit, je suis rêve patron, donc je vais pas non plus donner si on m'a pas demandé. C'est pour ça que vous faites des podcasts aussi. C'est pour aussi pousser les femmes à dire, n'hésitez pas à demander. Parce que nous, en fait, alors c'est une caricature, mais encore il y a 20 ans, c'était drôle, mais c'était ça. C'est t'as un bon point, t'as 10 bons points, t'as une image, t'as 10 images, t'attends ton livre et t'attends ta promotion. Ah bah non, ça marche pas. En fait, il faut demander. Il faut demander. T'as pas, mais il faut demander. Si tu ne demandes pas, les gens ne sont pas forcément axés sur toi, ton plan de carrière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chiffres, les entreprises doivent atteindre leurs chiffres de féminisation. Donc, c'est les entreprises qui suivent la carrière des femmes. Ça, c'est intéressant. Tu vois, on a retourné, c'est pas toi, enfin, la carrière, c'est toi qui te la fais. Mais aussi, aujourd'hui, l'entreprise essaye de suivre la carrière des femmes pour pas les perdre. Ouais. Tu vois, parce que tu capitalises sur elles et puis tu te dis, ah non, mais je veux pas la perdre. Tu vois, quand tu as une femme technicienne, je peux te dire que alors, je le dis à la caméra, femme technicienne, si vous voulez rentrer dans des grands groupes, mais c'est tapis rouge. Il n'y a pas de femme technicienne. Les écoles techniques, on dirait des écoles de garçons, pas de femmes. Donc, il y a des métiers dans lesquels on manque de femmes, mais à la base même de la formation. Donc voilà, donc aujourd'hui, les DRH, les directions des ressources humaines, travaillent beaucoup sur comment je retiens mes talents féminins, ça c'est sûr. Mes femmes ingénieures, les scientifiques, les techniciennes, on y fait très attention. Et tant mieux, parce que c'est un tel parcours du combattant d'être une femme aujourd'hui. Hein, franchement, dans le monde, quand on voit ce qui se passe, je me dis tant mieux qu'on y fasse attention dans les entreprises. Et là, là on a une conversation qui est assez positive sur effectivement le moment dans lequel on est. Mais c'est quoi les axes d'amélioration que tu peux voir, toi, en entreprise et notamment dans les grands groupes? Les enjeux, pour moi, ils sont sur une nouvelle génération de jeunes femmes, enfin de jeunes d'ailleurs, vers quoi ils vont tendre aujourd'hui.
C'est-à-dire que tu fais plus ta carrière dans un groupe tant d'années. Les jeunes arrivent, repartent comme ça, hein, c'est instantané. Donc, Ça, c'est générationnel aussi. c'est générationnel. Donc, comment on va faire, comment on va accompagner, transformer nos entreprises aussi pour garder ces jeunes, leur donner le goût. Donc, c'est aller de plus en plus vers des entreprises, on va dire, socialement responsables, environnementalement responsables. Alors moi, je suis très à l'aise, Engie, c'est merveilleux. On a la raison d'être d'Engie est extraordinaire. On est sur la décarbonation, donc franchement, mieux à niveau industriel. Hein, on n'est pas, c'est pas haute couture. Moi, ce que je fais, c'est haute couture, mais au niveau industriel, la décarbonation, c'est quand même un sujet majeur dans le monde aujourd'hui. Comment on retient, comment on les attire, comment on les fait venir? Mais je trouve qu'il y a évidemment l'engagement écologique, c'est pas moi qui vais dire le contraire, qui est hyper important, mais il y a aussi un grand groupe style qui est peut-être pas forcément adapté aux jeunes femmes, dans le sens où c'est quand même des process plus longs, des codes plus étroits. Même, tu vois, là, on est chez Covivio pour réfléchir à l'avenir du bureau, l'avenir du travail. Vous êtes dans une tour à la Défense, par exemple. Ouais. Donc, il y a aussi même le bureau. Tu vois, comment on s'habille pour aller au travail, comment on pense notre vie perso en lien avec notre vie pro. Tous ces sujets-là, est-ce que c'est pas un peu l'avenir de la place des femmes? C'est pas la suite de la réflexion que tu mènes depuis 20 ans? Moi, je pense que le télétravail a plutôt aidé les femmes que le contraire, parce que le présentéisme, en fait, nous, femmes, quand tu as des enfants, tu es obligée de rentrer le soir. Tu n'es pas en conversation avec tes collègues et tu règles des problèmes un peu clés le soir. Et toi, tu es chez toi avec tes gosses, c'est normal. Hein, tu vas les chercher à la crèche, tu t'en occupes, tu fais le dîner, les devoirs. Tu as une deuxième vie qui arrive. Hein, 80% de la charge familiale pèse encore sur les femmes aujourd'hui. Hein, donc, ce n'est pas anodin. La double journée. Donc, moi, je pense que le télétravail a plutôt favorisé les femmes. Parce que d'abord, tu passes moins de temps dans les transports. Le temps que tu peux passer, c'est évidemment en réunion, en Zoom ou en call ou de travail intellectuel chez toi, tranquillement. Et tu n'as pas ce stress de courir toute la journée entre le métro, etc. Donc ça a été plutôt un sujet. Un des enjeux aujourd'hui, moi, je pense, dans le monde du travail dans lequel on est, c'est le vieillissement de la population. Donc la retraite, c'est plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire de nos femmes? À 45 ans, tu es senior, donc à 50, de 50 à 67, il y a un vrai sujet avec des vrais talents. Donc là, il faut qu'on réfléchisse sérieusement. Moi, j'ai fait un pilote chez Engie d'une dizaine de femmes qu'on a coachées, de plus de 50 ans, qu'on a coachées pendant une année scolaire. 4 d'entre elles ont changé de poste. Mais non. Mais oui, toutes seules. C'est comme ça. Mais oui, alors qu'elles étaient, on ne savait pas de quel côté la tartine allait tomber dans leur carrière dans les deux années à venir. Mais on les a coachées parce qu'en fait, ce qui se passe, et là aussi, dans l'entreprise, c'est tabou, ne pas parler de la ménopause. Non, mais pardon. Avant, on ne pouvait pas parler de la maternité. Aujourd'hui, on ne peut pas trop parler de la ménopause. La ménopause, c'est pas joli. La ménopause, c'est le signe de vieillissement, c'est que tu es plus compétitive, etc. Mais la ménopause aussi, c'est que tu perds un peu confiance en toi. Donc, tu te laisses un tout petit peu, parfois, c'est de la caricature. Hein. Si tu perds confiance, que tu vois qu'à 50 ans dans l'entreprise, tu n'es plus bankable, sauf si tu es au COMEX. Hein. Si tu vois que chez toi, tu plais plus vraiment, tu perds confiance, tes enfants sont partis, etc., il faut vraiment se faire accompagner. Je pense que les femmes de plus de 50 ans doivent se faire accompagner. C'est rien. C'est rien, mais il faut se faire accompagner pour justement entamer cette nouvelle vie. Parce que là, après, c'est... C'est quoi le lien entre être bankable et être ménopausée? Ça voudrait dire qu'on est bankable parce qu'on suscite du désir, plus de désir, ou parce qu'aujourd'hui, les entreprises... Alors, encore une fois, je ne parle pas du top management. Pas le top management, il faut l'expérience. Donc, En dessous, on a plutôt tendance à aller sur des jeunes et des femmes et des jeunes hommes, oui. Les entreprises sont plutôt dans le jeunisme que... J'allais dire à l'inverse, est-ce que tu dirais que les hommes plus vieillissent, plus ils sont bankables parce qu'ils ont... Alors là, ça commence aussi à arriver. Hein, c'est-à-dire, mais c'est un peu plus tard. Les femmes, c'est 50, les hommes, c'est 60. Mais 58, il y a quand même 10 ans. Il y a une petite décennie quand même. Entre une dizaine d'années. Tu vois, il y a une dizaine d'années. En fait, c'est pour ça que c'est assez... la vie des femmes, elle est quand même... C'est assez injuste biologiquement. Et je ne suis pas sociologue, je vous fais vraiment de la sociologie de cuisine, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois dans l'entreprise que tu as un slot, donc tu as tes enfants tard, entre 28 et 33 à peu près, voilà. Donc là, on ne capitalise pas trop sur toi, donc mince, alors c'était ça il y a 20 ans. Hein. Et puis de 33 à 45, c'est là où tu peux y aller et après, tu es senior, au secours. Donc c'est ça qu'il faut accompagner de manière intelligente
et donner toute la force aux femmes, parce que leur carrière, c'est elles aussi qui la font. Donc, il faut les accompagner, leur dire, voilà, il y a une autoroute qui s'ouvre, il y a une autoroute qui s'ouvre sur la féminisation dans les entreprises, et elle passera aussi par les femmes seniors. Bien sûr. On ne pourra pas avoir que des jeunes femmes. Et d'ailleurs, chez Engie, la DG, c'est une femme? C'est une femme, Catherine McGregor. Absolument. Est-ce que ça change les choses dans la culture même de l'entreprise que la boîte, et notamment une boîte du CAC 40, soit dirigée par une femme? Bah, c'est un modèle. Elle, en fait, quand elle est arrivée, Catherine, je lui ai dit, écoute, que tu le veuilles ou non, tu es un rôle modèle. Ouais. Elle me dit, mais je le veux. Donc, elle le veut. Mais c'est un rôle modèle, Catherine. Et elle a plus de 50 ans, et elle est formidable, et elle sait ce que c'est. Donc, elle est bankable, elle est incroyable. Pour moi, elle a un véritable rôle modèle. Elle représente les femmes. C'est une industrielle, c'est une femme de terrain. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un des plus grands groupes français. C'est une vraie fierté quand même. Hein. Est-ce que c'est pas ça la clé justement, d'avoir des mentors, d'avoir Des rôles modèles? Ouais, des Ah, rôles ça, c'est modèles. la clé. La clé, c'est des rôles modèles partout. En fait, on est toutes des rôles modèles en puissance. Bien sûr. Tu es un rôle modèle dans le domaine que tu as toujours défendu. Tu es un rôle modèle dans le domaine que tu défends toujours. Tu es un rôle modèle dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous êtes des rôles modèles. Et ça, c'est hyper important pour la jeunesse. C'est hyper important pour les copines qu'on a autour de nous, pour l'écosystème. Il faut, à un moment donné, qu'on arrive à s'identifier d'une manière ou d'une autre à d'autres pour comprendre quelles sont les clés. On ne va pas y arriver toute seule. C'est collectivement. Il y a de plus en plus de rôles modèles, a priori, si les choses bougent. Oui, mais il faut qu'elles endossent cette idée de rôle modèle. Il y a maintenant, je crois, 4 ou 5 femmes dans le CAC 40 qui sont à la tête 3. de... Ah, j'aurais dit 4 ou... Okay, non, parce que je crois que l'autre n'est pas au CAC. Ah, ok, alors il y en a 3. Ouais. Oui, donc 3 sur 40, c'est mieux qu'il y a quelques années où c'était 0 sur 40. Ouais. C'est pas encore 20 sur 40, mais bon. Bon, écoute, voilà. on avance, mais ouais, ça reste... mais ça reste marginal parce que c'est la tête. Bien Tu vois, sûr. moi, 3 sur 40, moi j'aimerais que dans les COMEX, on ait 50% de femmes partout. Et tu vois, déjà, on ça serait aura... déjà mieux. On aura avancé. Mais ce que je voulais dire, c'est que les 3 ou 4 sur 40, elles ont forcément été mises là par des hommes, puisqu'avant, il y en avait 0 sur 40. Oui, et par la loi. Qui sont les hommes qui ont envie de passer le flambeau à une femme? Pourquoi? Parce que maintenant, je vois de plus en plus d'hommes aussi s'engager vraiment pour cette cause. Enfin, qu'est-ce qui motive ces hommes-là? Pourquoi ça les rend fiers maintenant? Bah, ce sont des hommes qui ont des filles, souvent. Des femmes aussi. Puisque d'ailleurs, Oui, et des filles beaucoup. Mais sinon, Oui, tu mettons, as je crois. Christelle Henneman chez Orange. Ouais. Pareil, sublime rôle modèle, comme Catherine. Non, je pense que les patrons ou les conseils... D'abord, c'est des conseils d'administration qui choisissent. Et dans les conseils d'administration, je vous le rappelle, il y a 40-60%, entre 40 d'un genre ou d'un autre. Donc, il y a des femmes aussi qui jouent un rôle important dans le choix de la dirigeante qui va prendre la tête. Ce n'est pas un homme ou une femme qui choisit. Hein. Oui. C'est une gouvernance. C'est des process et c'est un conseil d'administration qui est féminisé. Ça joue aussi. En fait, tout est dans l'équilibre. Et l'équilibre, c'est les deux genres. Donc, il faut de l'équilibre. Mais parfois, t'es pas un peu saoulée parce que ça avance pas assez vite? Sur la législation, franchement, moi, je suis fière. Je suis fière de mon pays. Je trouve que ça va. Franchement, ça va. On peut mieux faire, mais franchement, moi, là où maintenant, le vrai combat que je mène aujourd'hui, et je remercie mon groupe de m'épauler là-dessus, c'est sur les violences faites aux femmes, les violences domestiques. Parce que vraiment, amener ce sujet dans l'entreprise, ça a été le plus compliqué. Moi, pendant des années, j'ai dit, bon, le sujet des violences, donc, avec la Fondation, on arrivait à accompagner un certain nombre de choses, mais je disais, il y a des femmes chez nous qui sont victimes de violences. Ouais. Oui, Elisabeth, tu fais beaucoup déjà chez Engie, tu comprends, on ne peut pas prendre tous les sujets, c'est la Fondation, etc. Et puis est arrivé le Covid, est arrivé le confinement. Bien sûr. Et en confinement, nous avons été témoins d'un acte de violence en Zoom sur un groupe de femmes que l'on accompagnait, que j'ai accompagné. Et donc le président, Catherine McGregor n'était pas encore arrivée dans le groupe, mais le président Jean-Pierre Clamadieu, je l'ai appelé d'urgence et là il m'a dit vous avez carte blanche, faites ce qu'il faut, etc. Et Catherine évidemment aujourd'hui nous accompagne sur le sujet. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est quand même le premier groupe à avoir mis le 3919, le 14 et le 117 sur l'ensemble des 8 millions de factures à nos clients finaux. Ah ouais. Et ça, depuis 2020. C'est toi, ça? C'est pas un one-shot, oui. Bravo. Ouais. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Et ça nous a pris du temps à le faire. Parce que les managers de proximité, mais pourquoi on fait ça? On pourrait faire aussi, si on fait pour cette cause, il va falloir faire une autre cause. Je dis non, mais là, c'est le fléau. C'est le fléau
On ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui s'est passé, ben, je vous le donne en mille, c'est qu'en fait, statistiquement, il y avait des femmes qui subissaient des violences chez NJ, mais on ne le savait pas. Et à partir du moment où nous, on a revendiqué le fait qu'on mettait le 3919 sur l'ensemble des 8 millions de factures, eh bien, il y a des femmes qui subissent des violences chez NJ, des violences domestiques par leur conjoint ou ex-conjoint, qui nous ont dit « aidez-moi ». Bah oui, ça libère la parole. Parce que c'est ça toute la question des... Et donc, on les a aidés. Dans ce cas précis là, de la violence en Zoom en direct, t'as fait quoi exactement? Bah, j'ai dû calmer tout le monde, parce qu'on avait d'autres femmes qui avaient vu. J'ai dû leur dire, vous inquiétez pas, on va accompagner ça, on va faire ce qu'il faut, etc. Donc, on a accompagné la personne. Waouh, c'est énorme. Bah ça, d'un point de vue pour le coup législatif, on a encore un peu du boulot. Quand on sait qu'il y a un féminicide tous les 3 jours en France, il y a En fait, ce encore qui du se passe, taf. c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise a du mal à amener le sujet des violences domestiques dans l'entreprise. En gros, jusque-là, on me disait vie pro, vie perso. À partir du moment où il y a eu le confinement, vie pro, vie perso et le télétravail, ça commence à être un peu plus compliqué. Et c'est comme ça que tu peux amener le sujet. Oui, parce qu'avant, ils se disaient que c'était pas leur sujet. Voilà. En fait. Là, tu peux amener le sujet. Donc, plus on communique dans l'entreprise sur ces sujets-là, plus les femmes vont pouvoir parler, plus on va leur dire, surtout ne quittez pas votre job. L'indépendance économique, et là on vient à l'indépendance économique, est extrêmement importante. Soyez autonomes, donc ne lâchez pas, parce que tout le truc, c'est de te faire craquer, que les mecs les fassent craquer. Quitte Lâche. ton job, Et qu'elle comme ça, lâche t'es des jobs dépendant. à la et qu'elle se maison. rende en dépendance Voilà, totale, exactement, bien sûr. en dépendance totale. Donc là, donc il faut qu'elles parlent. Il ne faut pas qu'elles aient peur de parler auprès de leur manager. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est super, en tout cas chez NJ, mais pas que chez NJ, je vois bien. Mais sauf qu'on ne le sait pas. Tu vis à côté des gens, tu ne sais pas s'ils subissent des violences ou pas, s'ils ne te le disent pas. Tu as des violences physiques, tu as des violences morales, tu as des violences sexuelles. Je veux dire, ce qui se passe sur les femmes aujourd'hui, c'est très, très grave en fait en France. Très, très grave. Et puis je le redis parce qu'il m'arrive souvent d'être confrontée à des personnes qui l'ignorent. Les violences sexistes et sexuelles sont dans toutes les classes sociales, évidemment, et ça n'a rien à voir avec les revenus, Non. les origines. Non, il faut toujours arrive le à redire. tout le monde. Et Et ça, plus- toutes les études le montrent. Parce que moi, j'ai été souvent confrontée à des personnes qui me disaient il y a plus de violence chez les ouvriers que chez les cadres. C'est faux. C'est exactement pareil dans toutes Évidemment. les classes sociales. Et je pense qu'il faut toujours le dire. Donc, nous, on rabâche le 17, le 114, le 3919 dans le groupe. On fait des conférences, on fait intervenir tout le monde. Isabelle Rome, et en tant que magistrate, était venue aussi intervenir pour dire voilà comment il faut faire, comment on accompagne, tout ça. C'est hyper important. Et alors, j'ai amené le sujet des violences faites aux femmes dans l'entreprise et j'en suis fière parce que moi, je veux éradiquer ce fléau et je veux que les femmes puissent parler et puissent être accompagnées sur ce sujet. Et puis, arrive un appel au secours d'une femme incroyable qui s'appelle Angélique Cauchy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Angélique Cauchy, c'était une grande athlète de tennis. Elle aurait pu être une grande championne de tennis français. Elle a été coachée par un entraîneur de l'âge de 12 à 14 ans et violée, torturée par ce type totalement dingue qui est aujourd'hui en prison. C'est un des procès qui a vraiment fait quasi jurisprudence puisqu'il a eu 18 ans de prison après appel avec 2 autres de ses consoeurs ou en tout cas victimes puisqu'elles étaient 3 à avoir porté plainte. Angélique est une femme extraordinaire qui a créé une association qui s'appelle Rebond. Elle m'appelle un peu au secours et elle me dit « Elisabeth, j'entends parler de tout ce que tu fais chez NJ et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aide-moi sur les violences sexuelles sur mineurs dans le sport. » Et alors moi, là, je suis là, bon, Un peu décontenancé. comment je vais faire? Oui, le lien entre NJ et les Non, parce mineurs que sportifs. le militantisme, c'est bien, mais il y a un moment donné, si tu veux, moi je travaille pour un grand groupe, voilà, je suis dans l'engagement, c'est bien, mais voilà. Et en fait, je me suis réveillée un matin et j'ai eu une idée. Et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr. En fait, nous, on est partenaire de 13 Open de tennis au féminin. Oui. Nous, le sujet de la place des femmes, on le prend sous tous les angles, tous les prismes. Donc, le tennis au féminin, c'est un sujet, depuis Gaz de France, qu'on continue. On est fidèles. Ça fait quasi 30 ans que les Open de tennis continuent, vivent. Donc, on en a 13 aujourd'hui et on a Roland-Garros. Et je me suis dit, mais oui, je vais conditionner les 13 Open de tennis au féminin à notre soutien à une séance de sensibilisation obligatoire aux violences sexuelles sur mineurs dans le sport. Et donc Angélique fait le tour de France qu'on finance Incroyable. sur tous nos Open. Et l'idée, c'est de dire quoi? La marque NJ, on ne va pas la retirer s'il y a un problème, nous. C'est pas ça.
On va essayer de travailler en amont. Ouais. Et ce que je voudrais faire est dire, encore une fois, on essaye d'ouvrir la voie aux autres groupes en disant le sponsoring sportif, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Si toutes les entreprises comme nous faisaient ça, en disant si on conditionnait un certain nombre de choses sur de la bien sûr. sensibilisation contre les violences sexuelles dans le sport, contre des violences, du harcèlement, mais je pense que ce serait quasi éradiqué. Et donc là, on l'a fait. On a eu quand même quelques présidents qui ont... Mais ils l'ont fait. Et on va continuer. Hein. Bah, quand tu as Elisabeth dans ton groupe, que tu es présidente, tu n'as pas le choix, quoi. Non, mais des présidents de club. Ah oui. Ah, pardon. Oui, mais quand tu croises Elisabeth sur ta route, Sur ta route. de Quoi toute qu'il façon, arrive. tu n'as pas le choix. Si elle habite dans ta C'est ça rue, qui est incroyable. c'est génial. Et là, vraiment, une direction générale qui m'a dit, mais fonce, vas-y, tu as la carte blanche. Alors vraiment, mais bien, mais c'est une super idée. Et en fait, oui, c'est une super idée. C'est une super idée. Je suis super contente parce que, c'est une super idée. Et je me dis, mais si tout le monde faisait ça, parce que dans le rugby, dans le, tu vois, le patinage artistique, Bah oui, le patinage vous artistique, avez bien vu sûr. tout ce qui se passe quand même. Si tout le monde faisait ça, oh là, je pense qu'on changerait un peu la Bravo. donne. C'est ça qu'il faut faire, changer la donne, ouvrir la voie. Et les groupes peuvent le faire. Et justement, là, on va faire une petite séquence ensemble où tu vas répondre un peu, pas du tac au tac, parce que c'est des. Moi, j'aime pas les interviews du tac au tac, mais c'est voilà, des petites questions un peu ciblées sur la prochaine génération ou quoi. Là, on t'a sous la main, on a croisé ta route. On veut des conseils. Exactement. On veut donner des conseils à toutes les femmes corpo qui nous écoutent. Tout à fait. Ou pas corporel. Ou pas corpo, Les ou femmes. Les femmes avec un grand F. Et tous les hommes corpo aussi. On veut que les hommes corpo nous écoutent. Exactement. Quel conseil tu donnerais à une jeune qui veut demander une promotion? D'abord, il faut qu'elle se fasse coacher. Mais elle se fait coacher, pas forcément par un coach, par des mentors. Il faut qu'elle ait des mentors. Il faut être entourée. On va plus vite seul, mais on va beaucoup plus loin ensemble. C'est vraiment la phrase. Donc l'idée de toujours confronter, tiens, j'ai un entretien demain, qu'est-ce que tu en penses? Comment je peux amener le sujet à une ancienne collègue, à une ancienne patronne, demander ça, ou à un ancien patron, demander ça, ou à ton papa qui est chef d'entreprise, ou demander, poser la question. Tu as un doute, tu poses la question, parce que de confronter ce que tu veux dire, parfois, ça te permet de te réorienter assez rapidement et pas de faire de bêtises ou de te retrouver avec un non direct. Souvent, on confronte nos idées, on se passe un coup de fil. Qu'est-ce que tu en penses? Et même quand on ne le confronte pas, on le dit. En disant, tu vois, parce qu'on a cette habitude. C'est hyper important. Quel conseil tu donnerais à une jeune qui reçoit une promotion? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire attention, relire le contrat, faire attention à certaines choses, redemander d'autres choses? D'abord, il faut le revendiquer, peut-être remercier toujours, revendiquer, et puis aussi endosser le rôle de rôle modèle. En fait, il faut que les femmes endossent ça. C'est hyper important. Il ne faut pas dire oh non, mais pas moi, les autres oui, mais moi je ne suis pas rôle modèle. Mais il y en Et a on est beaucoup qui toutes refusent des rôles encore. modèles. Désolée, Il moi faut- je. On ne doit pas être les seules reines des abeilles. On n'est pas des reines des abeilles. On est fortes ensemble. Grave. Moi, je suis forte parce que je vous ai. Sinon, je ne pourrais pas faire tout ça. J'ai envie de vous prendre dans les bras. Pareil. Trop mimes. Comment dénoncer quand on est témoin en entreprise d'une injustice économique et qu'on n'a pas envie d'être visible dans la dénonciation, tu vois On ne ce que peut je veux pas dire. dénoncer, il ne faut pas dénoncer. Il faut aller voir la DRH. Aujourd'hui, les DRH, c'est des gens très sérieux. Enfin, je veux dire, les entreprises, les grands groupes, c'est super sérieux. Il peut y en avoir, mais il faut aller dire les choses. Il faut aller parler au manager, il faut aller parler à la DRH. C'est des sujets qui se règlent aujourd'hui, qui s'accompagnent. Après, il y a des médiateurs aussi dans les entreprises. Il y a des gens qui accompagnent. Et sinon, il y a des assistantes sociales aussi, pour d'autres sujets. Si vraiment il y a une trouille quelconque. peut y avoir Mais une trouille de sincèrement, parler. moi, chez NJ, il y a un sujet, tu passes un coup de fil à la DRH, je peux te dire que ça se règle assez rapidement, proprement, correctement. Parfois, on ne sait pas non plus, tu vois. Ouais. C'est important de savoir aussi ce qui se passe. Voilà. Les entreprises, c'est des boîtes, c'est énorme. Tu vois pas tout ce qui se passe. C'est difficile d'être parfait. C'est difficile d'être parfait. Mais si toutes les entreprises de France et même les PME, c'est difficile les PME. C'est là aussi que ça se joue, les injustices, les Parce que inégalités. vous avez de l'argent C'est aussi à là. investir là-dedans. Oui, alors c'est ouais. aussi embarquer l'écosystème aussi. Quand je dis ouvrir la voie, c'est embarquer l'écosystème. C'est dire, voilà, nous, on a, attention, écosystème PME, nous, on combat les violences domestiques. Allô? Parce que, évidemment, dans les PME, les directions des achats, nous, on achète beaucoup, on fait travailler, il y a potentiellement des gens violents. Bien sûr. Donc voilà, donc nous, on donne des signaux.
Il y a des signaux forts et il y a des signaux faibles, mais on le donne. Et on l'affiche. C'est qui la femme à haut poste qui t'inspire le plus? Christine Lagarde. Bien sûr. Excellent. Toi aussi, Julia, tu l'adores. Je lui avais écrit une lettre pour lui demander de se présenter aux élections présidentielles de 2022. Non, Christine Elle ne m'a Lagarde, pas après j'en ai plein d'autres. Hein. Elle lui a pas répondu. Elle ne m'a jamais répondu, mais Ah, Christine, si tu nous écoutes, I love you. Christine Lagarde, enfin pour moi c'est le rôle modèle absolu, voilà. Mais il y en a plein de formidables. J'étais hier avec Mercedes Serra, non mais Mercedes. Ah, Faut qu'on l'invite, C'est un Mercedes, dans le rôle podcast. modèle. Trop bien, je Pour l'adore. moi c'est une icône en tant que Incroyable. telle, Mercedes. Même l'histoire, le storytelling est fou. Est-ce qu'on doit arrêter de parler de management au féminin? En fait, on s'était aperçu chez Suez, avant la fusion, que dans les formations, les femmes faisaient moins de formations que les hommes. Là aussi, on n'avait pas mesuré ça. Donc j'avais demandé à ce qu'on mesure. Ouais. À partir du moment où tu mesures, tu dis ah bah oui, ah bah oh mince, on savait pas. C'est pas au doigt mouillé hein, que tu sais. Donc là, on s'est dit voilà, notamment sur tout ce qui était une formation sur le leadership. Elle n'y allait pas et les managers disaient non, mais c'est pas pour toi. Donc en fait, ce qu'on a fait, les managers de proximité encore. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait créé une formation qui s'appelait Leadership au féminin. Et donc, moi, les formateurs m'avaient dit, mais il n'y avait pas de leadership au féminin. J'ai dit non, mais comme on dit que c'est une formation leadership au féminin, on est sûr d'avoir 100% de femmes dans cette formation. C'est ça qu'on a fait. Et en fait, vous On a faisiez pris le même contre-pied. contenu. Ah bah oui, Ah oui. mais c'était le leadership au féminin. Stratégique. Stratégique, comme ça, ils étaient obligés Efficace. de remplir ces formations. Et Pragmatique. efficace et pragmatique. Il faut toujours être ingénieux dans ces sujets-là pour pouvoir amener des sujets importants et de changer les choses. Une mesure politique à faire passer pour plus de justice économique en entreprise? Justice économique, bah, il y a eu une mesure qui a été prise et j'en suis assez fière parce que avec Muriel Pénicaud, on a pu amener ça. C'est l'épargne salariale. Je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, l'épargne salariale dans les grands groupes, il n'y en a pas partout. Ah ouais. Et dans les groupes, il y a de l'épargne salariale. Et tu peux mettre quand même pas mal d'argent quand tu as fait plusieurs années de côté. Et l'épargne salariale, elle se débloque que quasi pour des bonnes nouvelles. Tu as un bébé, tu achètes un appartement, tu te maries, tu as un deuxième enfant, super. Et aussi, si tu quittes l'entreprise. Et en fait, on s'était aperçu qu'il y avait quelques femmes qui quittaient l'entreprise avec leurs gosses sous le bras, qui étaient battues pour toucher l'épargne salariale, pour pouvoir se loger, trouver autre chose, avoir un peu d'argent de côté. Et donc là, on a réussi à faire en sorte, au niveau de l'AMF, aujourd'hui, si tu es victime de violences avérées, donc évidemment, il y a tu peux débloquer ton épargne salariale. Et je pense que c'est dans les violences économiques de ce type-là qu'il faut qu'on aille plus, en légiférant. Il y a plein de choses là-dessus Ouais, qu'il donc- faut, tu vois, typiquement, alors je ne sais pas si ça a encore lieu, mais quand tu divorces, mais ça, c'est pas dans l'entreprise, mais quand tu divorces et que l'homme qui donne une pension, lui, il est défiscalisé, donc il le déclare dans ses impôts, et elle le déclare comme un revenu. Bah oui. Je Si savais elle a pas, gardé c'est les enfants. horrible. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça a été le cas longtemps. Je ne sais pas, là, il faudrait vérifier. Ok, donc le prochain thème, c'est vraiment les violences et... Les violences économiques, c'est Ouais. un sujet justement pour combattre ces violences physiques aussi. Bah, c'est la théorie des pots de yaourt. Les femmes investissent dans les courses, les trucs, les machins, les mecs dans les maisons, les voitures. Et donc, quand ils se séparent, Bah, le voilà, mec bénéficie tu- de tout ce patrimoine, là où la femme ne Exactement. récupère pas tout ce qu'elle C'est investit. ça. Donc, ne quittez pas votre job. Et investissez dans la pierre, pas que dans les yaourts. Ensemble. Même. C'est pas grave, mais faites-le, oui. Bah, merci beaucoup. Merci Elisabeth. Merci vrai. pour tous ces conseils, pour ce partage d'expérience. J'ai appris énormément de choses. C'était hyper C'était inspirant. passionnant, j'ai vu tes paroles pendant toute la durée, c'était génial. J'ai l'impression d'avoir fait la guerre. Non, Je vous jure. D'avoir mis un casque et d'avoir fait les guerres pendant ces 20 ans, mais finalement, le temps passe. Bah ouais, mais c'est pour nous que tu as fait tout ça, donc merci. Oui, pour nos enfants. Donne-nous le casque, on le met à nouveau. Oui, c'est Ah vrai. non, c'est notre rôle modèle. En tout cas, vous êtes mes rôles modèles Casque à aussi. pointe. hein. Ah bah oui, mais Continuez, non, hein, vraiment. on continue, tu nous passes le flambeau. Enfin, Bah, oui. pas encore, t'as encore plein de choses à Ouais, faire et mais, plein il faut de avancer. dirigeants à, Ouais. à faire évoluer. Ouais. Merci à vous. Et bah C'était merci. formidable. Et Bienvenue, longue c'est- vie, hein. Eh, Longue longue vie vie à à Femme Femme Corpo, Corpo. hein. Longue vie à femme corps. Ah.